Et tout de suite, les infos. Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, bonjour. Si vous nous recevez, sachez que vous êtes sur les ondes de la radio Kakwa et Meta à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Dode Gabouchosa et Issoufou Moussa Sahara. Au sommaire de ce journal, ce jeudi 24 avril 2025, le Niger célèbre la Journée nationale de la Concorde, une date symbolique marquant le 30e anniversaire de la signature des accords de paix du 24 avril 1995 entre le gouvernement nigérien et l'Organisation de la résistance armée ORA. Depuis quelques jours, l'on constate une hausse de température dans plusieurs villes du Niger, à suivre les explications du service de la météorologie nationale. Le Niger et la société Emirati Survana Royal Gold Training LLC ont signé mercredi 23 avril 2025 à Niamey un accord de joint venture pour la création d'une raffinerie d'or et d'unités de transformation des pierres précieuses. La cérémonie a eu lieu à la Maison de l'Uranium. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Ce 24 avril 2025, c'est la Journée nationale de la Concorde. Il fait exactement 30 ans que le Niger a signé l'accord de paix avec la rébellion Touareg. Cet accord a mis fin à plusieurs années de rébellion armée dans le nord et l'est du pays, notamment dans les régions d'Agadez, Tawa et une partie de Zander. Instituée en 1995, la Journée nationale de la Concorde est devenue un symbole de paix, d'unité nationale et de cohésion sociale. Pour pérenniser les acquis de la paix, beaucoup de structures ont vu le jour. Ces structures œuvrent à la promotion du dialogue, à la gestion non violente des conflits et au renforcement de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Pour nous, Arzika du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable en séjour location est donné à chaque Nigérien de s'impliquer pour promouvoir la paix. Suivez son intervention. Nous avons considéré que c'est l'occasion de faire la promotion de la citoyenneté responsable, faire en sorte que les uns et les autres comprennent et quelles sont les implications de cette problématique de la citoyenneté responsable, que les citoyens connaissent leurs droits et leurs devoirs et la maîtrise des enjeux et qu'ils comprennent que la vie en République, la vie en communauté a des implications, a des exigences. On a des droits aussi, on a des devoirs, on a des obligations et on a des engagements que l'on prend et que chacun doit œuvrer à respecter ces engagements, à contribuer, à faire en sorte que l'on puisse vraiment aller dans le sens de l'amélioration en qualité de notre vie commune. Parce que le vivre ensemble, il se renforce, il se nourrit et des efforts de chacun. Et c'est cela que nous avons tenté en ce qui nous concerne de pouvoir le faire en essayant d'aller vers les localités. En 2008 déjà, on était à Zander pour faire la commémoration de la journée. De proche en proche, on a fait le tour dans beaucoup de localités. Et puis, chaque fois qu'il y a des enjeux liés au contexte, nous avons essayé de contextualiser les actions que nous envisageons de mener à l'occasion de cette Journée nationale de la Concorde. Je me rappelle que en 2016, il y avait le problème de la crise politique, le problème de l'unité, et on a été obligé de réfléchir ensemble pour voir comment est-ce que nous allons mobiliser l'ensemble des acteurs, en particulier toutes les couches sociales, notamment les groupes religieux qu'il y avait à l'époque et qui ne s'entendaient pas, qui ne se parlaient pas et qui ont des visions un peu différentes. Nous avons dit non, il faut que ensemble nous arrivons à nous retrouver. Le 24 avril 2016, on s'est retrouvés à la grande mosquée de Niamey où l'ensemble des confréries religieuses se sont retrouvées ensemble, tous ensemble, et nous avons prié pour le Niger, pour la paix, pour l'unité, pour la fraternité. C'est pour dire que la journée nationale de la Concorde est une journée très importante. Elle peut être utilisée comme un moyen de reconquête de l'unité, de la fraternité, de la solidarité entre toutes les couches de la population, surtout
aujourd'hui que nous sommes en train de vivre de manière injuste, abusive, et cette situation grave. Et à la différence de ce qu'on a vécu avant, on parlait de rébellion, mais là on ne parle pas de rébellion, on parle de terrorisme. Les festivités de cette année se déroulent dans un contexte où le Niger continue de faire face à des défis sécuritaires, notamment liés au terrorisme et à la criminalité transnationale. Selon Abdulkader Habou, coordinateur régional du mouvement M62, il y a lieu de se réjouir de la situation de la paix interne et de la cohésion sociale au Niger. Nous pouvons d'abord dans un premier temps nous réjouir parce que jusque-là, les ciments ou bien les socles sur lesquels cette concorde est bâtie, tant bien que mal, a quand même tenu jusqu'à nos jours. Mais par rapport à la question d'insécurité, maintenant on peut dire exogène, c'est là où il y a vraiment un résultat mitigé. Mais s'il s'agit de la question de cohésion sociale, de la paix interne, effectivement, après les rébellions des années 90, après les signatures des accords, on a eu encore quelques tensions qui sont revenues, notamment en 2007 avec les MNJ, mais Dieu merci aussi, il y a eu aussi des accords bien avant même MNJ, il y a eu la flamme de la paix, donc en septembre 2000, et nous pensons que tout ceci, c'est des faits qu'on peut capitaliser pour dire aujourd'hui le climat social au niveau du pays, de la question interne est plus ou moins stable, elle est même maîtrisée parce qu'il n'y a pas de conflit armé ouvert entre une communauté nigérienne avec l'État. Quand même, il faudrait se dire aussi les vérités. Après les événements du 26 juillet dernier, il y a eu encore malheureusement d'autres Nigériens qui ont pris des armes pour se rébeller contre l'État du Niger, notamment le CNSP et le gouvernement, pour faire qu'il y a eu, selon eux, donc un renversement du pouvoir, alors qu'en réalité, le peuple nigérien souverain qu'il soit a accepté cette nouvelle dynamique. Toujours dans cette dynamique de revenir à ces accords-là, le CNSP et le gouvernement ont tendu la main quand même pour dire à tous les Nigériens, même ceux-là qui ont pris les armes, s'ils reviennent à des meilleurs sentiments, on peut les accepter, et chose qui a été faite. Il y a beaucoup de groupes armés qui ont déposé les armes même après les événements de 26 juillet. Donc il y a eu retour à cette paix-là en ce qui concerne la situation interne. Bien qu'il y a aussi quelques individus jusque-là mal intentionnés qui continuent à vouloir causer des troubles. On continue aussi à alimenter cette flamme-là de la paix parce que il y a eu des efforts par rapport surtout à la question des parentés à plaisanterie qui attise les tensions sociales, surtout entre toutes les ethnies du Niger. C'est quelque chose qu'on peut s'en réjouir, c'est quelque chose qu'on peut toujours valoriser pour qu'il y ait cette stabilité. Aujourd'hui, il est un peu pour une ethnie ou un Nigérien de s'en prendre à une autre ethnie sans pour autant que cette chose-là le vienne contre lui-même, parce que il y a eu aussi le brassage entre les ethnies, le mariage qui est intervenu. Nous pensons que après ces accords-là, aujourd'hui, on peut se résoudre. Il y a des matières, il y a un résultat. Les combats de lutte traditionnelle entrant dans le cadre de la 12e édition de la Coupe du Président de la République se sont poursuivis hier après-midi avec les quarts de finale. Revivez l'ambiance de l'arène et les combats d'hier soir dans cette synthèse de Mohamed Maman. À l'issue de la première journée, 8 lutteurs restaient en liste. 2 représentants pour Maradi, 2 pour Tawa, 2 pour Dosso, 1 pour Zander et un autre pour Niamey. Avant le début des combats, les tirages au sort ont été effectués pour déterminer les différentes affiches. Ce sont d'abord les 2 lutteurs de Maradi ainsi que ceux de Zander et de Niamey qui ont procédé au tirage pour les positions. Ensuite, le tirage de confrontation a eu lieu. Le premier combat a opposé Ali Seydou de Dosso à Rabé Oumarou de Zander. La jeunesse a triomphé de l'expérience. Rabé Oumarou s'est imposé avec brio et s'est qualifié pour les demi-finales. Il a également remporté le prix de la meilleure chute. Le deuxième combat a vu Zakirou Zakari de Tawa l'emporter sur Matissoulé de Maradi. Ce combat a été marqué par une réclamation du coach de Maradi qui estimait que son lutteur avait fait chuter son adversaire. Mais après visionnage vidéo, le jury a confirmé la victoire de Tawa. Le troisième affrontement, considéré par les amateurs comme une finale avant l'heure, a mis aux prises le jeune et talentueux Aïbo Hassan de Maradi à l'expérimenté Isaka de Dosso. Après plus de 7 minutes de combat intense, Aïbo Hassan est sorti vainqueur, soulevant l'enthousiasme de la foule. Le dernier combat, un peu éclipsé par le précédent, a de nouveau mis en lumière la fougue de la jeunesse. Le puissant Aminou Ibrahim de Tawa a littéralement terrassé
l'ancien Sabo Abdou de Niamey avec une force impressionnante. Les 4 qualifiés pour les demi-finales qui se tiendront ce jeudi matin sont Rabé Oumarou de Zander, Zakirou Zakari de Tawa, Aibo Hassan de Maradi et Aminou Ibrahim de Tawa. Le vainqueur de cette 12e édition de la Coupe du Président sera connu dans la soirée du jeudi. Notons de passage que la finale de cette 12e édition aura lieu ce soir. Cela dit, depuis quelques semaines, il est observé une chaleur excessive en journée et une fraîcheur marquée à la fin de la nuit dans certaines villes du pays. Un phénomène qui a une explication selon le directeur général de la météorologie nationale, Kachalou Lawangapcha, que je vous propose d'écouter. De ce qu'on a dans le désert. Vous voyez, on a 45 degrés la journée et paf, la nuit, ça peut tomber jusqu'à 15 degrés. Et c'est le fait que la température elle-même est soutenue par les rayons du soleil. Quand il n'y a plus le soleil, quand ça disparaît, vous allez sentir qu'il fait chaud un moment. Mais au fur et à mesure que vous continuez dans la nuit, vous allez voir que les températures baissent. Avant le lever du soleil, vous allez sentir qu'il fait très frais. C'est normal dans la mesure où tout ce que la Terre a absorbé a pu dégager ça de l'espace. Mais au fur et à mesure, surtout au mois de mai, la mousson va grimper et la situation va être beaucoup plus difficile. Certainement que nous allons avoir ça et là quelques cas de précipitations qui vont adoucir la température de la... La lutte contre la méningite au Niger reste une priorité de santé publique. La saison sèche est propice à la propagation de cette maladie de la ceinture de la méningite qui traverse le pays. Depuis la mi-mars 2024, le Niger a enregistré plus de 2000 cas de méningite, dont plus de 120 décès. Une vigilance accrue est faite pour lutter contre cette maladie mortelle. Reportage Mahmoud Maman. La méningite, cette infection potentiellement mortelle, demeure une menace sanitaire majeure à l'échelle mondiale, particulièrement en Afrique. Malgré les avancées notables en matière de vaccination, des flambées épidémiques continuent de survenir, obligeant les acteurs de la santé à redoubler d'efforts. Chaque année, des milliers de cas sont enregistrés sur le continent africain avec un taux de mortalité pouvant atteindre 10% et des séquelles neurologiques durables chez 20% des survivants. Précision avec Dr Chebou Medakwali, médecin infectiologue au CHR de Maradi. Aujourd'hui, devant l'afflux de ces cas, je pense que même s'il faut atteindre un seuil qu'on appelle un seuil d'alerte, et c'est en fonction de ce seuil qu'il faut mettre tout le dispositif, parce que après, qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre en charge les cas, il faut dépister ou bien, surveiller tous les cas peut-être suspects, et maintenant, la troisième étape, c'est de faire une vaccination de masse pour prévenir la survenue de cette maladie chez ceux-là qui ne sont pas encore contaminés. Donc, c'est 3 points qui sont très importants. La prise en charge des cas, la surveillance et maintenant la prévention avec la vaccination. Donc, c'est une maladie qu'on peut prévenir avec la vaccination. Et le vaccin, c'est un vaccin qui est connu de tout le monde. À l'époque, je pense qu'on vaccinait les enfants à l'école. Donc, c'est un vaccin contre le méningo, comme je l'ai dit, qui est le plus responsable. Un tournant a été marqué en 2010 avec l'introduction d'un vaccin conjugué contre la méningite A. D'après l'OMS, cette initiative a permis de vacciner plus de 350 millions de personnes dans 24 pays, évitant ainsi de nombreuses épidémies dévastatrices. Dès qu'il y a un cas, c'est de faire tout pour commencer à déjà voir au niveau de l'entourage qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a des facteurs de risque, ou bien des comportements, ou bien des groupes à risque, surtout les talibés quand vous prenez, là où il y a beaucoup de jeunes ou bien d'enfants qui sont stagnés dans un même espace, donc du fait de la promiscuité. Dans certains quartiers où il y a plus de combien d'enfants dans un même foyer, donc vous voyez, donc c'est une maladie très contagieuse et la contamination, elle se fait à travers la voie aérienne, à travers la toux, l'éternuement. Donc vous avez des gouttelettes qui transportent cette bactérie, donc qui infectent une personne infectée à une personne non infectée. Et je pense que ce serait important. Mais comme je l'ai dit, c'est des sujets qui sont à risque. C'est des talibés là-bas, ils ne portent pas des masques, ils sont enfouis dans une même chambre. Plus de 50 personnes dans un espace de 10 mètres carrés, vous imaginez. Donc à travers cette toux, souvent même quand tu parles trop, les gouttelettes, là, quand ça part, c'est fini. Donc c'est facilement que les enfants se contaminent. D'ailleurs, tout à l'heure, le cas que je vous disais, c'était un talibé. Et déjà dans cette même Macaranta, je pense qu'il y a eu un décès. Donc pour dire que vraiment la promiscuité, elle est liée
Cette chaleur, vous voyez, de toute façon, dans les gens, c'est pas insupportable. Donc, c'est tout ça là. Malgré ces progrès considérables, la lutte contre la méningite nécessite une vigilance de tous les instants. Comme le souligne l'Organisation mondiale de la santé, l'élimination des épidémies est possible, mais elle repose sur un engagement durable et collectif. Le Niger et la société Emirati Survana Royal Gold Trading LLC ont signé mercredi 23 avril à Niamey un accord de joint venture pour la création d'une raffinerie d'or et d'unités de transformation des pierres précieuses. La cérémonie a eu lieu à la Maison de l'Uranium en présence du ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, du ministre du Budget, Maman Sidi, et du PDG de Survana, Patni Kamlesh Mansoukal Damji, qui ont paraphé les documents. Les détails avec Mustafa Maïnassara. Ce partenariat prévoit la création de Royal Gold Niger SA, une nouvelle société conjointe chargée d'installer une raffinerie d'or, une unité de fabrication de bijoux et un centre de taille et de polissage de pierres précieuses sur le territoire nigérien. C'est une révolution structurelle car désormais l'or du Niger ne sera plus seulement extrait, elle sera transformée ici au profit des Nigériens, a déclaré le ministre des Mines. Il a indiqué par ailleurs que depuis 2023, sous l'impulsion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, une nouvelle ère de la refondation nationale s'est ouverte qui repose sur une ambition claire, celle de la valorisation des ressources minières de manière stratégique, durable et inclusive en occupant toutes les mailles de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation jusqu'à la commercialisation. Alors que l'orpaillage artisanal est devenu un pilier de subsistance pour nombreuses familles nigériennes depuis les années 1950, il est de notre responsabilité de structurer cette filière, de la protéger des réseaux illicites et d'en faire un vecteur de recettes fiscales, de création d'emplois et de formation locale, a souligné le ministre. Cette signature n'est pas un simple acte administratif ou commercial, elle incarne une volonté politique ferme portée par les plus hautes autorités de la refondation de faire du secteur minier un véritable levier de souveraineté, de prospérité et de dignité nationale. Selon lui, ce partenariat avec Survana s'inscrit dans la vision stratégique de la politique minière consacrée à la valorisation de la chaîne minière. De son côté, M. Patni Kamlesh Mansoukal Damji a salué les conditions de ce partenariat qui cadre avec la vision des autorités du Niger. Survana, implanté à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, est spécialisé dans le négoce d'or physique et le recyclage de métaux précieux. Édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moustapha Menassara, présenté par Dord Gabou Chata et Issoufou Moussa Sara. Merci de l'avoir suivi.